distance, sacrifice et choix de vie. Aujourd'hui, nous recevons le couple Dibi, dont l'union a vacillé face aux exigences du travail. Entre séparation, renoncement et foi, leur histoire réserve bien des surprises. Bienvenue dans... La question que j'aime souvent poser, c'est comment s'est faite votre rencontre? Je vais commencer par M. Dibi. Écoute, c'est bien de vouloir commencer par moi, mais tu sais, ces choses-là, ce sont les femmes qui s'en rappellent le plus. Ah, d'accord. Donc, sauf que je laisse Mme Dibi parler un peu de... D'accord, donc Mme Dibi, la rencontre. D'accord. Comment j'ai rencontré M. Dibi? Alors, moi et M. Dibi, nous sommes des Caïmans. C'est le nom qu'on donne aux... Oui, ça c'est le lycée classique. C'est ça. Donc, on était ensemble au lycée classique. On appartenait à une cellule de prière qui s'appelle AJCI. Ça veut dire Association des jeunes chrétiens interdénominationnels. Mais on n'était pas de la même promotion. Okay. C'est-à-dire M. Dibi a eu le bac. Il a quitté... En 2000, voilà. Je suis allé à l'INP. Voilà. Et moi, je suis arrivée l'année qui a suivi au lycée classique. Et déjà, vous étiez dans la même cellule de prière? Voilà, mais on ne s'était jamais vu. J'avais entendu parler de lui comme faisant partie des anciens de la cellule. Donc, notre rencontre a eu lieu 3 ans plus tard, c'est-à-dire lorsque moi aussi, j'étais devenue une ancienne de cette cellule-là. On avait organisé à l'époque une réunion aux Assemblées de Dieu d'Adjamé. Une réunion des anciens de la cellule en question. Donc, c'est ce jour-là que j'ai vu mon mari pour la première fois. Ton futur mari. Le futur mari, oui, c'est ça. Exactement. C'est là que j'ai vu le futur mari pour la première fois. C'est ça. Il y a eu des présentations, mais rien de plus. Oui, mais là tout à l'heure, quand elle disait futur mari, on a senti une certaine émotion. Ce futur mari, lorsque vous l'avez vu, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Rien de... Bon, en fait, dans mon cœur... Oui, dans votre cœur, bien sûr. Dans mon cœur, c'est pas que il y avait un coup de foudre, non, mais une voix dans mon cœur me disait, voilà ton futur mari. En tout cas, mais je n'ai pas prêté attention à ça, j'ai laissé couler. Et on s'est revus au campus. Moi, je suis pharmacienne de profession, donc j'ai commencé la première année, j'étais à Abobo, à Djamé, je vivais au campus quand je faisais l'école préparatoire des sciences de la santé. Donc un soir, je suis allée m'acheter à manger un plat d'APF. Un plat d'APF. Et oui, allons-y. Non, c'est pour rebondir un peu là-dessus, parce que quand elle dit ça, il y a des flashbacks là, donc le plat d'APF en question, parce que la dame qui vendait l'APF, c'était là-bas, nous aussi, on achetait, parce que moi, comme je l'ai dit, j'étais à l'INPHB, donc à Yamoussoukro, et après classe préparatoire, donc la 4e année du cycle ingénieur, on venait à Abidjan. Donc j'étais logé au campus aussi. Et c'est comme ça aussi, un soir, moi, je partais acheter à manger. Du APF aussi? Oui, de l'APF. Voilà. Et on s'est rencontrés là. Et je me suis souvenu qu'on s'était vus à Adjamé. Ah, d'accord. Apparemment, il a bonne mémoire parce que c'est lui qui m'a reconnu. D'accord. Donc, ce soir-là, il a offert le plat. Et puis... Oui, c'est quand même... Il faut être galant. Voilà, c'est ça. Donc, à la suite de ça, j'ai dit à ma colocatrice à l'époque, Justine, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle appelle affectueusement mon mari, mon grand frère. Donc, j'ai dit, Justine, je suis partie acheter APF, j'ai vu Dibi là-bas. C'est lui-même qui a payé mon plat et tout. Et une semaine plus tard, on voulait organiser l'anniversaire de l'une d'entre nous, qui était aussi une ancienne de la même cellule. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Donc, j'ai proposé qu'on l'invite à cet anniversaire-là. Nos bâtiments n'étaient pas... C'était très éloignés, oui. Très donc, à part ce jour-là, vous ne vous voyez plus, hein? Non. Okay. Donc, c'est comme ça que je lui ai proposé de venir à l'anniversaire. Ce jour-là, il devait avoir combien d'invités? Et puis... Il était le seul invité. Tu vois, et j'étais à l'honneur quand je suis arrivé. Il y avait à manger, à boire pour tout le monde, mais tout le monde, c'était moi. Donc, il était le seul invité. Donc, quand il est venu et qu'on a partagé ce repas-là, à partir de ce moment, on a gardé contact. On a gardé le contact. Ah, d'accord. Mais là, il n'était pas loin. Non, j'étais juste au campus. De temps en temps, vous veniez saluer. C'est ça. Et de temps en temps, on partait manger au campus. Et il y avait un kiosque à côté, chez Ben Laden. Chez Ben Laden. Pour tous ceux qui ont fait le campus en son temps, ça. Ben Laden, c'est au kiosque. Hein. D'accord. Et maintenant, moi, ce que je veux savoir, à quel moment est-ce que vous avez senti que vous deviez lui proposer d'être votre épouse?
Waouh, ça c'est des moments fatidiques, ça. Je pense que chacun a vécu ça peut-être différemment. Mais à un moment donné, bon, tisser d'amitié et ensuite, moi j'ai dû partir en Angleterre pour continuer mes études. Donc on est parti en Angleterre, on avait gardé le contact. C'est là-bas qu'on a commencé à échanger. Et donc la distance crée des liens insoupçonnés. Donc c'est à mon retour d'Angleterre, maintenant je me suis dit, bon, cette affaire, il faut qu'on plie ça. Il faut qu'on concrétise cette affaire. Il faut qu'on concrétise cette affaire. Et madame, comment est-ce que vous avez pris cela? C'est-à-dire, monsieur est maintenant en Angleterre, bon, il n'était pas encore monsieur, votre monsieur, mais étant en Angleterre, comment ça se passait? Ses appels, à quel moment il appelait, racontez-nous. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas les téléphones pour avoir des appels réguliers. Okay. Mais déjà, mes copines me titillaient pour dire que mais nous sommes toutes les cadettes de Hassen. C'est toi ce qui l'invite pour aller manger. Donc, vous connaissez entre nous les filles, on avait commencé à se taquiner comme ça. Et effectivement, quand il est parti, il m'avait dit une phrase qu'en partant, il a pris des photos des membres de la famille. Et puis, il y avait moi seule, ma photo avec laquelle il avait voyagé. Bon, ça, c'était un premier signal. Et puis, il m'écrivait. Un premier signal pour qui? Pour dire que j'étais particulière, puisque... Oui, mais là je vois, ça, c'est une belle stratégie aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Quand les choses commencent à se forger, je pense qu'à un moment donné, il faut battre les cartes. C'est ça. Donc, c'était un peu ça. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est que, tu sais, moi, je suis partisan de la simplicité. Elle ne le dit pas assez, mais quand tu regardes son style d'avant, elle avait les cheveux coupés, on partait se coiffer même ensemble. Wow. Elle ne mettait pas de vernis, vraiment c'était simple, elle portait toujours des jupes longues. Ça m'a touché. Ok. Et donc, on va continuer. Allez-y. Vous étiez en train de nous raconter un peu. Monsieur est parti en Angleterre. Ouais. Oui. Donc, cette information-là faisait dire que bon, j'étais un peu particulière. C'est ça. Voilà, donc on a continué à discuter jusqu'à ce qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Et puis c'est là qu'on a eu les chances et tout ça. On parle de quand il est venu voir papa. Oui, à jamais. Parce que j'avais un ami de promotion. Oui. J'avais un ami de promotion qui aujourd'hui travaille dans une entreprise de la place là. Quand on était là-bas, qui me voyait écrire, là, il me dit, mais bon, je la connais, je sais où elle habite. Je dis, ah bon, il dit oui, on habite en face aux 220 logements. Wow. Donc dès qu'on arrive, moi je t'accompagne. Je dis ok. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé. Elle et moi, on a discuté un peu. Et puis bon, une fois qu'on s'est mis d'accord directionnellement sur ce qu'on voulait, moi je suis allé voir ses parents. Et les parents, ils ont réagi? Non, mais c'était juste pour aller se présenter. Oui. Quand tu arrives, enfin, le vieux lui sait hein, oui. que ce gars-là... Il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Dans un premier, je me rappelle le jour où ils sont venus pour la première fois d'abord. J'ai dit à ma maman que mon ami va venir saluer. Donc ce jour-là, elle était venue avec son ami qui avait gardé les cheveux. L'anglais. Afro et des lunettes noires. Donc quand les deux sont montés, elle dit c'est lequel? La maman voulait se rassurer. Elle voulait se rassurer. Je dis non, c'est celui qui est simple. Donc moi j'étais un peu stressée puisque je n'ai jamais envoyé quelqu'un à la maison pour que mon papa le voie. Donc mon mari dit, à l'époque, Hassen dit, je vais saluer ton papa. J'ai dit, mon papa, tu as rentré chez moi pour parler à mon papa. Il dit, ne t'inquiète pas, allons. Et il est rentré. Donc il est venu, je crois, il était allé au village et puis de retour du village, il est venu avec un peu de bananes, des trucs comme ça. Et il est venu avec. Donc il est rentré, il est venu saluer le papa pour dire que bonjour, je suis Hassen, bon, je suis partie au village, je suis venue vous dire bonjour. Et puis j'ai apporté quelque chose. En tout cas, il a réussi à s'introduire. Voilà. Donc, moi, j'étais toute stressée pendant qu'il parlait à mon papa. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer après? Mais c'était calme. C'est comme ça qu'il est rentré dans la famille, vraiment facilement. Et puis, voilà, c'est parti. Elle et moi, aujourd'hui, on n'est pas dans la même église ici, mais pour nous, c'était inconcevable parce qu'on était, elle a dit, déjà au lycée.
dans la cellule appelée AJCI, donc Association des jeunes chrétiens interdénominationnels. Et depuis là-bas, on faisait déjà l'œuvre de Dieu. Hein. On était porté vers l'évangélisation, tout ça. Et après, on se retrouve à l'église des Assemblées de Dieu. Voilà, donc là-bas aussi, on faisait partie des mouvements de jeunesse et on ne voyait pas autre chose que de suivre les préceptes de la foi qui nous est recommandé. Donc, se marier, on est chaste jusqu'au mariage et après le mariage, voilà, on reste fidèle l'un à l'autre. Donc, c'est comme ça que pour nous, on a toujours évolué. Et madame, est-ce que ça n'a pas été un élément aussi important dans votre choix? Oui, pour moi, c'était, comme on appelle, le critère primordial. Je veux dire, quand on est jeune, on a beaucoup de propositions. En tout cas, quand j'ai rencontré mon mari, le premier sentiment que j'ai eu, en tout cas à son contact en discutant, il m'inspirait, je peux dire, un sentiment de confiance, de paix. Comme je suis rassurée quand il est là. Bon, c'est toujours là. Hein. Dans le choix de mon futur mari, je me suis dit, il doit être chrétien. Pas quelqu'un qui va à l'église simplement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment chrétien, qui est sincère dans sa foi, ça c'est le critère de base. Mais je voulais d'un homme qui est responsable, qui sait ce qu'il veut, etc. Et quand j'ai rencontré mon mari, c'était ce qui se dégageait naturellement. Donc voilà, pour moi, on ne peut pas être chrétien et se marier avec un non-chrétien. Ça ne peut pas marcher parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs et puis face à l'adversité ou bien devant une situation, l'approche n'est pas la même. Donc, dans la durée, le mariage, c'est un chemin. Je veux dire, c'est un parcours. C'est pas les émotions de « je suis amoureux ». C'est des choses, ça, c'est intense, mais ça passe. Donc, c'est vraiment la foi qui peut vous aider sur le long terme. Et donc, cette foi-là, M. Dibi, est-ce qu'il y a eu un moment dans le couple où cette foi-là a vacillé un peu? La réponse, c'est oui. Hein? C'est oui parce que, je disais, on était aux Assemblées de Dieu et aujourd'hui, on n'y est plus. Donc, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et cette chose qui s'est passée, c'est qu'on a pris la décision de quitter les Assemblées de Dieu. Mais avant, c'est elle qui est partie d'abord. C'est elle qui est partie d'abord. Parce qu'elle ne veut pas aller en enfer, ça c'est clair. S'il y a quelque chose vraiment qu'elle ne veut pas dans la vie, là, c'est aller en enfer. C'est ça. Donc, je pense qu'on avait rencontré un pasteur qui avait quand même réussi à lui faire comprendre que sa foi n'était pas vraiment ce qu'elle pensait. Ou du moins, quand on était aux Assemblées de Dieu. On a posé 2-3 questions là qui font qu'après, elle s'est dit non. Là où je suis, là, ça ne me donne pas l'assurance de mon salut. Donc, elle a quitté les Assemblées de Dieu pour aller là où elle est maintenant. Et ensuite, la prochaine cible, c'était son mari, parce que, voilà, quand la Bible dit « crois et tu seras sauvé, toi et ta famille », je pense qu'elle croit ça véritablement. Donc, elle s'est dit « il faut que j'aille sortir mon mari de là pour qu'on ait la même foi. » Vous l'avez suivi là où elle était? Non. La réponse est non. La réponse est non. Je suis aussi aujourd'hui à l'église de Yeshua HaMashiach de Marcory parce qu'il fallait aussi prendre une décision. Parce que les mêmes questions qui lui ont été posées, les mêmes questions m'ont été posées, mais j'avais eu l'opportunité, quand même avant de venir aux Assemblées de Dieu, au moment de rencontrer le message, à travers la prédication de mon oncle et aussi du serviteur de Dieu Pacom. Donc j'avais déjà, au moment où je cirais au plateau, hein, j'ai eu l'opportunité d'écouter à la Sorbonne. Je faisais cirer au plateau, là. J'ai été ciré au plateau. Et madame a connu cette partie de votre histoire là? Oui, il m'a raconté. Ah, il vous a raconté. Là, bon, on avait déjà passé... Mais il était petit. C'est ça. Okay. Donc, voilà, donc j'avais, à la Sorbonne, vraiment, il y a tous les esprits. C'est ça. Donc, j'avais quand même été exposé. Et là-bas aussi, j'avais été convaincu du message qui avait été prêché. Bon, après, j'ai perdu de vue ce message-là. Et ensuite, quand il fallait vraiment décider de où est-ce que je vais, je me suis dit, bon, je vais essayer d'exposer les deux visions, les deux pensées là, et puis après je me déciderai. Et c'est ce que j'ai fait.
Et puis je me suis décidé à venir ici. Et madame, comment est-ce que vous l'avez pris? Parce que vous partez et vous voulez que votre mari aussi parte. Naturellement, j'étais déçue, ça c'est évident. En fait, comme il a dit, on était aux AD ensemble. Mais un moment, en tout cas dans mon cœur, le message, ça résonnait dans mon cœur que, en tout cas, je n'avais pas l'assurance de mon salut. Et comme mon mari le disait, j'essayais de lui expliquer ce sentiment que j'avais, qui s'est solidifié en tout cas. Il essayait de m'expliquer, mais je n'arrivais pas à être convaincue. Voilà. Et c'est comme ça, ma grande sœur, elle est épouse d'un pasteur aussi dans la mission que je fréquente, est venue vers moi. En tout cas, j'ai compris que Dieu a permis ça parce que ça devenait tellement fort dans mon cœur. Dieu est en train de préparer mon cœur à recevoir l'évangile vrai pour montrer comment un homme peut être sauvé. Voilà. Ce n'est pas fonction de nos œuvres, nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Donc, le message de l'évangile m'a été reproché et j'ai bien compris. Donc, quand j'ai bien compris, naturellement, comme j'ai dit, j'ai commencé à un peu insister auprès de mon mari. Est-ce que toi-même tu vas à l'église? Et je me rappelle qu'à l'époque, quand on partait aux AD, mon mari s'ennuyait, il dormait tout le temps. C'était pas le lieu où il se sentait. Voilà, il commençait à dormir. Je dis que c'est que si tu dors autant, c'est que tu ne reçois pas ce dont tu as besoin. Est-ce que tu es à l'aise, etc. Donc, je le persécute, on peut dire ça comme ça. Mais c'est ça, quand tu es... Voilà. Donc, avec insistance, quand lui, il a eu besoin de se décider, il est allé vers son oncle, tonton Sino, pour discuter avec lui. Donc, à la suite de l'échange, tonton Sino est revenu sur le message et il est retourné à... Il avait dit son premier amour, en tout cas, puisque c'est par là qu'il avait commencé à... Et puis il est allé vers Yeshua, à l'église ici. Voilà. Bon, moi, j'aurais aimé qu'on soit ensemble. Hein. Je pense que c'est le... Pas petit, c'est le hic. Voilà. Et il arrive parfois où vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là. Oui, parce que... On a des points de divergence, donc... Dans la foi, oui. Naturellement. Oui. Déjà, un point, c'est par exemple quand on parle de la polygamie, etc. D'accord. Voilà, ça c'est des points de divergence. Vous sentez en danger? Oui, parce qu'elle déjà, tu vas voir, c'est ce point-là qu'elle a pris. Moi, je peux prendre un autre point. Un petit danger. Oui, il y en a beaucoup. Voilà. Mais c'est par là que vous avez commencé. C'est ça. Oui, puisque... Et là où moi je l'attaque, c'est que, bon, quand on va partir, on va te laisser ici. Voilà, donc moi, je l'attaque sur l'enlèvement. D'accord. Bon, donc, on a beaucoup de points de divergence, mais bon, dans l'idéal, moi, en tout cas de mon point de vue, j'aurais voulu on ait exactement la même foi, puisqu'à l'origine... Ça fait partie des valeurs qu'on a décidées, c'est-à-dire la foi est importante pour nous. Aujourd'hui, ce qui nous rassure, qui d'abord continue de nous mettre ensemble, c'est que moi, je sais que la façon dont il prêche le message du salut, la foi, on la prêche la même chose. Maintenant, après, il y a des nuances devant quand il s'agit de la vie, on va dire, de la foi en tant que... Enfin, nous, l'horloge de Dieu, on la connaît. On sait les événements qui vont venir. L'Apocalypse, c'est clair pour nous. Ce qui n'est pas forcément l'approche qu'ils ont. Donc ça, comprend qu'on laisse Dieu faire ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui nous a mis ensemble. Donc, en plus de la foi aussi, il y a d'autres piliers que nous considérons être importants pour le couple. Donc, et les enfants dans tout ça? Vu que papa et maman ne fréquentent pas la même église, les enfants, comment est-ce que vous gérez cela? Bon, par habitude, moi, je vais à l'église avec ma fille depuis qu'elle est petite, puisque je partais avec elle quand elle était bébé, donc l'habitude est restée. D'accord. Le petit garçon aussi, il est très attaché à son papa, donc l'habitude aussi est restée. Okay. Donc c'est comme ça que par défaut, sinon c'est pas que c'était prémédité, je vais avec ma fille et puis lui vient le petit garçon. Donc, la stabilité. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah oui, parce qu'à un certain moment, eux-mêmes vont faire leur choix. C'est ça, c'est ça. Et donc, quelle a été la difficulté que vous avez vécue? Parce que je sais, on n'en a pas parlé assez, mais
vous voyagez beaucoup, M. Dibi. C'est ça. Et je sais qu'à un certain moment de votre relation, vous avez dû quitter madame pour le boulot, le travail. Et donc là, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu dans quel contexte vous avez dû partir et puis comment est-ce que cela a été vécu dans votre maison? Écoute, déjà comme dit épreuve, je pense que, enfin, si je peux me permettre, Dieu nous a fait quand même grâce, beaucoup grâce. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis témoin de beaucoup de mariages et je vois ce qu'on appelle les épreuves. Je pense que Dieu nous a fait grâce, on n'a pas traversé des situations aussi complexes que ce qui m'est donné de voir dans certains couples dans lesquels j'interviens parfois. Donc, mais pour ce qui nous concerne en particulier, tu l'as dit, les responsabilités que j'ai eues, j'entends par là responsabilités professionnelles, ont fait que j'avais beaucoup à voyager, vraiment. Et à titre d'exemple, je vais dire sur une dizaine d'années, quand j'ai commencé, chaque 2 semaines, j'étais parti. Donc, tu peux t'imaginer 2 semaines sur 4 à voyager pendant 10 ans, ça fait beaucoup. Oui. Et donc là, quelqu'un disait, donc 6 mois dans l'année, tu n'es pas là. C'est oui, ça. mis bout à bout, c'est ce que ça veut dire. Oui. Et donc, quand tu es engagé avec quelqu'un, ce n'est pas évident pour la personne. Peut-être que pour moi, occupé par les voyages, occupé par les responsabilités, tu ne sens pas. Mais pour mon époux, je pense que ça n'a pas été toujours simple à vivre. Alors, et je pense que, voilà, il faudra peut-être partager sa vision des choses. Lorsqu'il vous informait que, bon, je dois partir, est-ce que c'était un programme déjà établi ou bien ça revenait comme ça par moment? Voilà. Bon, la plupart du temps, c'était établi puisque il travaillait au début de notre mariage pour Coca-Cola. C'est une entreprise qui est très bien structurée. Donc, je pense qu'au moins sur 3 à 6 mois, il a une idée des voyages qu'il doit effectuer. Donc, c'est des choses qui sont connues d'avance. Est-ce que c'était difficile? Un peu, oui, au début. Je me rappelle que lorsque on s'est mariés, moi, j'étais encore au campus. J'étais en 5e année de pharmacie. Donc, je devais quitter le campus pendant que j'étais étudiante et puis venir au foyer. Quitter le campus, venir au foyer, parce que vous veniez de vous marier. C'est ça. D'accord, donc c'était de rejoindre le foyer maintenant. C'était rejoindre le foyer. Donc, il y avait un petit pincement au cœur de quitter cette ambiance du campus, voilà, et puis venir vivre avec mon mari, où on n'était que 2, à la maison. Donc, j'avais cette chaleur-là. Pendant qu'on était fiancés, je peux dire ça comme ça, ils voyageaient, ça n'avait pas un grand impact. Oui, puisque les amis étaient là. Voilà. Vous aviez le temps de faire les bérets, voilà, tout ça. C'est ça, exactement. Maintenant, je suis seule dans la maison, seule. Ils vont en mission. Donc, pendant 2 semaines, au moins, je dois me lever toute seule, aller au boulot, aller au cours, revenir, dormir seule dans la maison, il n'y a personne. Donc, oui, la solitude se faisait sentir au début du mariage. Donc, parfois, j'étais triste aussi, puisqu'il n'y a personne. Voilà. Mais avec le temps, je pense que quand je suis tombée enceinte de ma fille et qu'elle est née, sa présence a atténué un peu ça. Il faut dire que pour la petite histoire, lorsque j'étais enceinte de ma fille, au dernier trimestre, mon mari a dû partir. Cette fois, ce n'était pas 2 semaines, je viens, mais il devait aller en Tunisie pour 3 mois. Donc, j'étais censée accoucher derrière lui. Donc, il a dit à la petite, quand elle était dans mon ventre, il ne faut pas naître derrière moi. D'où son nom, Bekanti. Bekanti. Parce qu'on lui parle, elle comprend. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à faire cela? Non, c'est quand elle est née que le nom est venu. Non, pas le nom, mais le fait de lui dire ne viens pas au monde derrière moi. Oui, parce que c'était l'aîné, c'était le premier enfant. Et tu te dis, tu vas faire 3 mois. Et on avait même programmé quand est-ce qu'elle devait naître. Puisque, bon, je pense que c'était une grossesse, comme elle le dit, qui la fatiguait. Donc, on s'était dit, elle accoucherait par césarienne. Et quand c'est comme ça, tu as la capacité de prévoir ça. Donc, mais, enfin, l'homme propose, mais les choses peuvent se passer différemment. Non, en fait, selon le calcul, elle devait venir normalement après
à ton retour, selon, il devait être à Abidjan au moment où il devait venir. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la césarienne a été décidée parce que quand le terme est arrivé, les contractions ne se déclenchaient pas. Donc, j'ai commencé à marcher. Et puis, en marchant, quand je suis allée voir, j'ai commencé à avoir mal au bas-ventre, alors qu'il n'y avait pas de contraction. Donc, la gynéco a dit, on va enlever puisque le terme est arrivé. Et c'est pendant la chirurgie, ils ont vu qu'en fait, le sang, c'était bloqué dans les veines. C'est pour ça que j'avais mal. Voilà, mais heureusement, mon mari est venu, c'est le lendemain que... Ah, donc, il est arrivé et le bébé est venu le lendemain. Waouh, le Kanti. C'est ça. Elle est venue. D'accord. C'était ça. Elle a attendu son papa. Donc, peut-être pour finir sur ces difficultés-là, c'est que mon épouse a dû, elle, parce que là, on a parlé de voyage chaque 2 semaines, voyage 3 mois. Maintenant, il y avait des voyages où on devait aller faire 1 an. On devait aller faire 2 ans. Wow. Donc, pour ce type de situation-là, on avait fait le choix de dire on ne se sépare pas. Bon, comment est-ce que cela arrive 1 an? Je ne sais pas. On vous informe comme ça que maintenant vous devez partir pour 1 an? Oui. Maintenant qu'on sait que vous êtes mariés, bon, je ne sais pas. En fait, quand il y a eu la crise en 2011, je crois qu'ils ont fait une restructuration et le bureau d'Abidjan devait être délocalisé au Sénégal. Donc, le personnel d'ici devait partir. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit à mon mari que ton poste est délocalisé au Sénégal. À l'époque, moi, j'étais en année de thèse pour la pharmacie. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit que bon, on va partir ensemble. Et sur place, on va chercher une solution. Donc, la solution qu'on avait trouvée, c'est que je suis allée à l'université à l'époque, chez Anta Diop de Dakar, pour voir si je pouvais avoir un sujet de thèse, pour pouvoir faire mes travaux pendant le séjour. Et après 1 an, ils ont décidé de ne plus garder le bureau là-bas et on est venu à Abidjan. Donc, ça c'est quoi? C'est à la suite de vos prières? Non, puisqu'on est en train de s'organiser pour ça. C'est ça. Mais je pense que la situation en Côte d'Ivoire s'est rapidement améliorée après la crise. Donc, le bureau a trouvé que c'était plus simple. Donc, vous n'avez pas eu besoin de partir au Sénégal? Non, si, je suis partie au Sénégal avec lui. Mais je n'ai plus soutenu là-bas finalement. Et puis, les travaux que j'avais faits n'étaient pas suffisants pour... Vu le temps qui a été raccourci à la dernière minute, si je peux dire ça comme ça. Donc, quand je suis venue, il fallait reprendre son année. Voilà, donc c'est un peu ça la difficulté. Ah, mais là, ça a été un sacrifice quand même. Hein? Oui. Mais elle a consenti d'autres sacrifices que peut-être on en parlera encore. Maintenant, ensuite, lorsque j'ai commencé à travailler, je travaillais à l'époque à GSK. Donc, pour ne pas vous couper, là, vous partiez pour combien de temps au Sénégal? Au Sénégal, on était parti pour 1 an. Au départ, on ne savait pas si on ferait 1 an. C'est juste que la situation en Côte d'Ivoire s'est rapidement améliorée. Ce qui veut dire que ça pouvait prendre encore plus de temps. C'est ça. Donc, c'est pour ça que, bon, on s'était dit, si ça doit prendre plus de temps, mieux vaut qu'elle continue ses études et qu'elle soutienne et qu'elle continue. Voilà. Donc, et puis, 5 ans plus tard environ, 4 ans, lorsque on est revenu, cette fois encore, il y a eu une restructuration. Et le poste de mon mari a été supprimé. Il devait maintenant être au Kenya. Et là, le contrat était sur 3 ans. Donc moi, j'avais commencé à travailler à l'époque. Donc j'ai démissionné pour ne pas que la famille soit... Parce que lorsque vous vous êtes souvenu de ces 2 mois après 1 an, c'est mieux que je... Voilà, donc c'est comme ça que j'ai démissionné. Et la petite était déjà née en ce moment-là? Oui. D'accord. Elle avait 4 ans. Et avec elle, vous êtes parti? Oui. Wow. Donc toute la famille est partie au Kenya. Voilà. Oui. La famille partant au Kenya, je pense qu'elle était enceinte. Elle est enceinte. D'accord. Du deuxième. Du petit garçon. Lui est né au Kenya. Lui, il est né au Kenya. C'est un Kenya? C'est un Kenya. Mais ce que je veux savoir, c'est que vous partez pour le Sénégal. La petite est déjà née. Et vous partez au Sénégal avec la petite. Vous revenez sur la Côte d'Ivoire. Donc, elle fréquentait déjà ici. Oui. Donc, vous êtes parti. Donc, on la retire de l'école. On va au Sénégal. Elle fréquente l'école au Sénégal. C'est ça? Non, au Sénégal, elle était encore petite. Elle avait 1 an. Donc, en ce moment, elle ne partait pas à l'école. Mais c'est plutôt ici qu'on part au Kenya. Aller au Kenya qu'on l'a retirée de l'école ici pour
la mettre dans une école française là-bas. Là-bas. Et je veux savoir, ça n'a pas eu un impact sur elle? Si, Un peu. positif. Au départ, quand on est arrivé, effectivement, puisque c'est une école, elle a dit française, mais c'est une école bilingue. Donc, quand elle est arrivée, je me souviens, je l'avais accompagnée une fois, 2 fois à l'école. Elle me dit, papa, je ne comprends rien. Puisque les 2 premiers jours, ils parlaient anglais, parce qu'ils font, je pense, les 2 premiers jours, ils font anglais. Ensuite, ils font français, anglais, ça dépend des semaines. Depuis les 2 derniers jours, ils font français. Donc, elle va premier jour anglais, deuxième jour anglais, elle vient, elle dit papa. Je lui ai dit non, ça va aller. Et donc après, elle a pu se mettre au rythme. Et quand on est revenu, on a eu le même problème dans le sens inverse. Parce que maintenant, elle était bilingue, il fallait trouver une école ici qui lui permet de continuer son cursus. Et c'est comme ça aussi qu'on a trouvé une école qui lui permet de continuer son cursus. Et quand vous deviez revenir sur la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'elle a réagi? Elle, je pense que bon, les enfants, tu sais, ils s'adaptent vite. Hein. Et ils sont contents quand ils voyagent, tout ça. Donc, je ne pense pas que ça ait eu un impact spécifique. Elle était juste heureuse de prendre l'avion. Alors, comment avez-vous réorganisé votre vie familiale après tous ces voyages? Voilà, vous revenez sur la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous réorganisez tout ça? Dès que je suis arrivée, il y a mon voisin de l'époque qui m'a fait savoir que, voisine, j'ai fait un master en pharmacie industrielle. Il dit, justement, la formation m'intéresse. Donc, toute séance tenante là, il m'a donné le contact du professeur qui s'occupait de cette formation-là en Côte d'Ivoire ici. Donc, je suis allée le rencontrer. Je lui ai dit que j'étais intéressée par la formation de master en pharmacie industrielle et tout et tout. Donc, le pharmacien m'appelle, le pharmacien responsable me dit, docteur Dibi, est-ce que tu es intéressé par un poste de pharmacien responsable ici? J'ai fait l'entretien pour le poste et puis j'ai rencontré le professeur en question avec lequel je devais faire. Il faisait partie même des personnes qui faisaient l'entretien. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été recrutée. Donc quand on est venu, 3 mois plus tard, j'avais un nouveau boulot. Oui, ça c'est déjà bon. Oui. La grâce de Dieu. Hein? Oui, c'est-à-dire donc j'ai fait la formation. Quand elle veut quelque chose, ça se réalise. Ah oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on constate. Hein? Parce que quand elle veut quelque chose, ça se réalise. Donc j'ai eu un travail dans un domaine que je voulais et la formation que je voulais faire était disponible. Donc j'ai commencé à travailler, je faisais la formation en parallèle. Et M. Dibi vient de dire que quand vous voulez quelque chose, ça se réalise. Ce qui veut dire qu'arrivé à un certain moment de votre vie, de votre vie de couple, vous avez voulu qu'il ne bouge plus. C'est ça. Et là, il n'a plus bougé. Et moi, je veux savoir, M. Dibi, maintenant vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas eu des propositions alléchantes? Si. Il y a quand même beaucoup de propositions pour aller dans d'autres pays. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais systématiquement, tu refuses ou tu ne regardes pas, tu ne donnes pas suite à cela. Okay. Parce que bon, il n'y a pas que... Parce qu'aujourd'hui, la famille, ce n'est pas que nous deux, il y a aussi les enfants. C'est ça. Et à un moment donné aussi, il faut que quand les enfants commencent à trouver leur repère, les laisser un peu évoluer. Donc pour moi, on l'a constaté durant les discussions qu'on a eues, qu'elle a fait beaucoup de sacrifices. Depuis qu'elle était étudiante, elle a dû démissionner, poursuivre son mari. Mais je pense que on recherche l'intérêt commun de la famille. Donc pour cela, à un moment donné aussi, tu es obligé de prendre aussi sur toi, de dire non, tu ne voyages plus autant. Et les enfants aussi, il faut trouver le moyen de leur donner l'opportunité d'évoluer dans un cadre un peu stable. Ça. Et parlant des enfants, je pense que ça va nous faire rire un peu. Le rythme qu'on a aujourd'hui, qui fait que tout le temps tu es parti. On a demandé une fois à nos enfants là, qui s'occupe d'eux. Je pense que c'était une discussion entre intellectuels là. On se dit, bon, moi je m'occupe des enfants, non, c'est moi qui m'occupe des enfants. Donc on dit, on va appeler les enfants à témoins pour dire, bon, vous, à la maison ici, qui s'occupe de vous? Qui s'occupe de vous? D'abord l'aînée. Tu sais, l'aînée, comme elle est un peu grande, elle sent qu'il y a un piège dans cette question-là. Elle ne veut pas répondre. Je lui dis, mais écoute, réponds là. Donc elle trouve un échappatoire, elle dit c'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère, c'est Mémé. Oui, sa grand-mère était là. Sa grand-mère était là parce qu'elle a vécu avec nous. Oui. Voilà, donc on se dit, bon, toi quitte là, on va appeler le plus petit. Donc le plus petit, naïvement, il vient, on dit, bon,
ici qui s'occupe de nous. Il dit non, c'est Solange. Là, c'est bon. C'est pas papa, c'est pas maman, c'est Solange. C'est Solange. Oui, parce que la vérité, les enfants ont besoin de ta disponibilité. Et quand il est là, quand il revient de l'école, quand il doit faire ça, c'est... Voilà. Parce que quand quelqu'un a dit c'est Solange, on dit écoute, Solange n'est pas de la femme. Qui? Il dit c'est Mémé. C'est lui, il évite même carrément. Non, il n'évite pas, il est sincère dans ce qu'il dit. Okay. Donc, il a dit la servante, on a éliminé la servante, il dit c'est Mémé. Donc, nous, ça a été une sorte d'appel, okay, pour dire que pour les enfants, on ne s'occupe pas d'eux. C'est une façon pour eux de nous le rendre différemment, mais c'était vrai, parce que ce n'est pas pouvoir aux besoins de la famille qui veut dire pour les enfants que tu t'occupes d'eux. Pour eux, ils ont besoin de ton temps de présence. Ils ont besoin que tu joues avec lui, ils ont besoin de sortir avec toi, d'avoir ce... Et là, on s'est rendu compte que, écoute ma chérie, quelque chose à faire. Et comment vous avez géré la suite alors? J'étais responsable de la production, c'est le cœur métier. Donc ça faisait que je n'étais pas très disponible. Donc, en écoutant ça des enfants, et à côté ma maman qui insistait pour dire que mais ton mari voyage tout le temps, il n'est pas là, toi aussi tu n'es pas là, qui va s'occuper de vos enfants? Donc j'ai décidé de rentrer à la fonction publique. Donc, j'ai quitté du privé. Donc là vous quittez le privé, vous aviez un bon traitement. Où j'étais mieux payée. Mieux payée, voilà, pour la fonction publique, pour avoir plus de temps pour les enfants. Et vous informez monsieur pour cette prise de décision, il réagit comment? Au départ, il n'était pas trop chaud. Au départ, parce que, comme je le disais, quand on est rentré, je me suis dit les 5 prochaines années, je n'accepte plus de poste. Et je recherchais l'épanouissement de madame. Il fallait qu'elle s'épanouisse. Et comme elle le dit, le métier dans l'agro-industrie, là, pour elle, c'était vraiment ce qu'elle voulait faire. Et tu sentais qu'elle aimait ça. Donc pour moi, il fallait qu'elle continue. Donc elle a décidé de partir. Et ça a été encore un autre sacrifice de sa part. Et ce que je ne lui ai pas assez dit aussi, c'est qu'après ça, moi aussi, j'ai dû quitter Kouka. L'une des raisons aussi, c'était ça, c'était qu'à un moment donné, tu as besoin aussi d'être plus présent. C'est ça. Et donc, voilà, je suis parti et pas de gaieté. C'est maintenant que ça n'a pas changé. Quand j'ai quitté Coca, ça a changé un peu quand même. J'ai fait quoi, 3 ans sans beaucoup voyager. C'est devenu pire bien. Non, en fait, entre Coca et l'entreprise où il était à Friesland, il n'y avait pas beaucoup de voyages. Ça, c'était l'avant. Donc là, c'était déjà intéressant. Voilà, il ne voyageait pas beaucoup, mais il travaillait beaucoup. Et souvent, à certaines périodes, il va au boulot jusqu'à 22h, 23h. Donc, on avait commencé à dire que si tu restes au travail jusqu'à minuit, tu as découché. Donc ça, c'était maintenant le... Voilà. Il ne faut pas que minuit. Qui découche, il a une amende. Donc, si les 23h qui n'est pas encore venu, il faut que je surveille la porte pour lui dire que tu as découché et tout ça. Donc, pour rire, mais pour dire qu'il n'y avait plus de voyages. En tout cas, les voyages étaient rares, mais c'était que parfois, le boulot était assez prenant. Voilà, c'était ça la différence. Maintenant, aujourd'hui, il a aussi une entreprise qui ne voyage pas beaucoup aussi, mais qui est très chronophage. Il y a une habitude qu'on a instituée justement en parlant des enfants. En plus du fait que moi j'ai changé de boulot, il y a à partir de 2020, c'est ça chérie, on a commencé ce qu'on appelle les vacances en famille. Ça c'est devenu comme une coutume familiale. Donc chaque année, on fait coïncider nos périodes de vacances. Les enfants sont en vacances, je prends mes vacances lui aussi. Et puis pendant 2 semaines, on voyage en famille. Pendant cette période-là, c'est la famille. On fait l'effort d'être un peu loin du boulot et tout ça. Et les téléphones sont où pendant ce temps-là? Non, les téléphones sont là, mais parce que... c'est pour se joindre. Mais c'est pas... on n'est pas censé travailler. Honnêtement, on n'est pas censé travailler. Et chaque fois, quand on demande à nos enfants, quand on fait le bilan de fin d'année, quel est votre moment préféré dans l'année? En tout cas, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là. Là, c'était pour résoudre le problème des parents ne sont pas là. C'est un temps où on est vraiment ensemble. Et pour la petite histoire, en 2000, l'année surpassée, dans nos vacances, on est allé dans un lodge. Là-bas, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas Internet.
Même les appels téléphoniques ne passent pas. Curieusement, on a pensé que les enfants allaient dire qu'ils n'ont pas aimé parce qu'ils ne pouvaient pas être sur leur téléphone et tout. Mais quand on leur a demandé quel est leur moment préféré, c'était cet endroit-là, curieusement. Ils ont aimé. Parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose qu'être ensemble. C'est ça. Donc on est parti pêcher ensemble. Le soir, on a joué aux cartes ensemble. En tout cas, on était obligés d'être ensemble. C'est ça qu'ils ont préféré. C'est pas où ils pouvaient faire plein de photos, jouer leur téléphone, etc. Et donc, comme c'est devenu une coutume, ce qui veut dire qu'après ça, on peut travailler. Voilà. Mais on sait qu'après, on aura 2 semaines où on est ensemble. Oui, mais. Oui, mais ça ne nous exonère pas de pouvoir leur donner du temps aussi, en dehors de ces 2 semaines, enfin, de vacances, on ne pas, parce qu'on a toute une année, on ne va pas bloquer que 2 semaines pour, voilà. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire aussi, en plus de cela, il y a ce qu'on appelle les dîners en famille, là. Moi, mon fils, là, il m'attend pour dîner, là. D'accord. Si on ne dîne pas ensemble, là, il ne dort pas. Il attend jusqu'à 22h. Même si je rentre à 22h, 23h, il va m'attendre. C'est ça. Même s'il a couru le lendemain. Donc, ce qui fait que je suis obligé de m'organiser pour venir, pour dîner avec lui. Okay. Systématique. OK, il y a ça. Mais il y a aussi moi-même, enfin, elle dit à la fonction publique, elle respecte qu'à 22h, 23h. Donc, moi, je dois m'organiser aussi. Je veux dire, il y a aussi ce qu'on appelle chez nous, il faut avoir un hard stop, quoi. À un moment donné, il faut dire, ça suffit. Même si je dois travailler, peut-être à la maison, je peux continuer, mais il faut rentrer à la maison. Tu vois, donc il y a des choses, il faut s'améliorer. Et je pense que j'ai beaucoup à m'améliorer à ce niveau-là. Définitivement. Ah, c'est pas encore fait, hein? Non, il y a des efforts, mais il s'est dit qu'il doit faire plus. Voilà, c'est un peu ça. Non, c'est lui qui s'est dit qu'il doit faire plus, ou bien c'est vous qui voulez qu'il fasse plus? Oui, puisqu'il y a des moments où, quand même, il déborde. Parfois, même, je me plains parce que quand il est absorbé par son travail, il ne mange pas même. Voilà. Donc, je lui dis, il faut faire un effort pour manger, il faut... à une certaine heure, il faut arrêter, il faut rentrer, etc. Je l'appelle, tu es à quel niveau, tu viens à quelle heure? Parce que si le travail prend trop le pas, souvent on oublie d'autres priorités. C'est vrai que c'est bon, mais je veux dire, on sait tous que le monde du travail reste le monde du travail. Si demain tu n'es pas là, tu seras remplacé. C'est ça. Voilà. Alors que pour ta famille, tu as une valeur, je vais dire, inestimable, comparativement au bureau. Donc, madame, quel message vous aimeriez donc adresser à tous ceux qui nous regardent? Donc, mon premier point, c'est le choix du conjoint. On peut souvent se laisser distraire par ce qui brille. Je veux un homme qui est beau ou bien un homme qui a de l'argent. Sans oublier qu'il est très beau. Merci de le rappeler. Ah oui. Mais, en tant que chrétien, je me dis que le choix de notre conjoint, ça doit être d'abord la foi. Deuxièmement, quelle valeur cette personne-là incarne. Je le dis toujours, mon mari est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est un homme qui est responsable, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et Dieu merci, après 17 ans de mariage, il reste... Ah oui, parce qu'on avait oublié même de noter cela, 17 ans. Après 17 ans de mariage, ce que j'avais vu il y a 21 ans, parce qu'on a été... Voilà, c'est resté la même chose. Et il est vraiment important d'être conscient lorsqu'on fait son choix. Deuxièmement, lorsqu'on se marie, il faut vouloir ne pas envisager le divorce ou bien comme la séparation, en tout cas comme une option, vraiment. Tant qu'on veut mettre en avant l'intérêt de la famille, on peut toujours trouver des compromis. Ce n'est pas que le conjoint qu'on a n'a pas de défaut. Il en aura toujours. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaites. Mais si on veut mettre l'intérêt supérieur de la famille en avant, on pourra toujours trouver le moyen pour garder le couple uni. C'est ça. Étant chrétien, nous avons la plus grande force derrière nous, c'est-à-dire Dieu. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi il lui a donné une femme. Donc le dessein de Dieu, c'est qu'on soit ensemble jusqu'à la fin. Alors, peu importe la situation qu'on traverse, Dieu est là et il va nous aider à passer outre. Donc, les femmes chrétiennes,
confiez-vous au Seigneur pour votre couple et Dieu va vous aider à maintenir la famille unie. Monsieur Dibi, Bon, Madame dit qu'elle ne s'est pas trompée. Elle a fait le meilleur choix. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Elle a tout dit. Non, en tout cas, elle disait que plus on vit ensemble, on déteint l'un sur l'autre. Ok, elle a premier point, deuxième point, je fais comme elle. Je pense que je veux insister sur un élément qu'elle a mentionné. J'appellerais ça la communauté de vie. Communauté de vie, ce n'est pas que les gens se trompent. Je n'ai pas dit communauté de bien. Non, communauté de vie. C'est-à-dire, on a fait le choix de vivre ensemble. Et quand on fait le choix de vivre ensemble, ça embarque beaucoup de choses. L'une des choses que ça embarque, c'est que on y met du soi, vraiment. Elle a dit, on a dit que, et on se l'est dit depuis 17 ans, ou 21 ans, je pense que comme elle le dit, là, parce que le temps où on s'est connus, là, au campus, là, donc elle met ça dedans pour que ça fasse 21 ans. Parce qu'elle considère que c'est la construction, et je suis d'accord avec elle. Ok, on s'est dit, si on s'engage dans cette histoire-là, on reste dedans. S'il y a des difficultés, on trouve le moyen de trouver les options pour régler ces problèmes-là. Et une fois que tu t'embarques dedans, un peu comme la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc si on se dit que la séparation n'est pas une option, en ce moment-là, on va forcément trouver des solutions aux problèmes, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Donc quand je mentionnais tout à l'heure que bon, notre couple n'a pas connu des... C'est pas parce que ça venait pas, c'est parce qu'on a aussi anticipé, tout en se mettant sous la grâce du Seigneur. Mais aussi, elle et moi, on discute de tout. Donc, ne venez pas me confier votre secret, vous allez dire non, je dis à monsieur. Madame, les bérets, là, nous tous on les fait. À différents niveaux. Oui, mais elle avait vraiment besoin de ça, parce que lorsqu'elle quittait les bérets à l'université, c'était pas... Voilà. C'était pas c'est ça, donc le nouveau partenaire devait pouvoir le faire. C'est ça. Donc, on parle de tout. On parle de tout, de rien, donc on est vraiment complices, amis. Donc, pour nous, ça aide. Et il faut que le couple apprenne à s'apprécier, à se taquiner. Ça, c'est ça qui fait durer le couple. Okay? Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important. En tout cas, nous, on ne pourra que vous dire merci. Merci au couple Dibi d'avoir accepté de venir ici à Harmonie Familiale pour partager votre expérience avec nous. Voilà. Chers téléspectateurs, nous étions aujourd'hui avec le couple Dibi qui a traversé, je dirais, des moments difficiles, mais qui a réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, c'était Harmonie Familiale. On se retrouve la semaine prochaine pour encore recevoir un autre couple.